Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles, et Dieu compte nos enfants dans sa loi. Même vieux, ils suivront ses voies. Dirigeons nos maisons. Téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue encore sur notre plateau Espace Famille. Nous sommes là pour vous et avec vous ce soir. Et le rendez-vous de ce soir, nous avons invité une personnalité, Madame Ariane Haïté, pour vous, qui va nous parler sur la famille et sur une thématique qui n'est pas des moindres, la communication en couple et en famille. Et notre invitée de ce soir, pour la présenter brièvement, elle est sociologue et juriste, détentrice d'un DEA en droit de la personne et de la démocratie. Elle est spécialisée en droit de la famille. Et elle a fait l'Institut Jean-Paul II. Elle a fait les études sur les sciences du mariage et de la famille. Et dans notre archidiocèse de Cotonou, elle est coordonnatrice de l'école de mariage et de la famille sur certaines paroisses de notre diocèse. J'ai nommé la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. J'ai nommé la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Sommet. Madame, bienvenue à vous. Merci, cher Pierre. Je vous salue très respectueusement et merci de m'accorder l'opportunité d'être sur le plateau avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, nous sommes là pour la cause de la famille. Et la famille, disait le pape Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, disait que la famille, fondée par amour et vivifiée par lui, est une communauté de personnes. Et son premier devoir est de vivre fidèlement de la communion dans un effort constant pour promouvoir une authentique communauté des personnes. Et quand on parle d'une authentique communauté des personnes, il faut que la famille communique. Parce qu'elle aussi est appelée à promouvoir les valeurs et les exigences de la famille. Comment promouvoir les valeurs et les exigences de la famille sans pouvoir dialoguer, sans pouvoir s'entendre, sans pouvoir se comprendre, sans pouvoir se comprendre pour éduquer les enfants. D'où il y a nécessité pour les couples de communiquer. Communiquer pour partager les choses entre eux. Et c'est dans ce sens-là que nous vous avons convoqué ici, invité ici ce soir, pour que vous puissiez nous dire en détail sur la communication en famille. Alors, Madame Asavedo, dans les familles, on remarque que beaucoup de couples, beaucoup de familles existent et dont les membres sont incompris. Elles sont réservées et parfois frustrées, tout simplement parce que ça ne communique pas. Parce que ça ne communique pas. Et ça rejoint bel et bien la préoccupation, une idée d'un auteur, Beckock, qui disait que la clé de voûte d'une relation est la communication. Et c'est parce qu'on ne communique pas assez ou on ne communique pas du tout que les relations se détériorent. D'où l'importance de la communication. Alors, Madame Asavedo, qu'est-ce que communiquer? Qu'est-ce que la communication? Dites-nous. Alors, je vous remercie pour cette belle introduction. Et communiquer, je vais dire tout simplement, c'est se transmettre à son vis-à-vis. C'est tout un processus. C'est émettre la parole, et ses ressentis, son état d'âme, c'est-à-dire c'est exprimer tout cela à son vis-à-vis
Et vu que nous sommes dans l'espace famille, donc à son conjoint, à sa conjointe, c'est une communiquer, je peux dire encore que c'est une communion d'esprit, c'est aussi l'expression de l'amour. C'est l'expression de l'amour. Voilà, communiquer, c'est tout cela. Et je m'en vais vous dire tout simplement aussi que communiquer a quand même besoin de... C'est-à-dire, pour communiquer, on a besoin d'un émetteur qui est celui qui parle, d'accord? Et on a besoin du récepteur, donc celui qui est le conjoint qui est en face de soi, ou les autres membres de la famille qui sont là, qui sont en train de nous recevoir. On a besoin du message, parce qu'il faut forcément un contenu clair, précis, bien concis. Après de la communication. Exactement, donc du message que l'on veut porter. Il faut que ce soit aussi clair, compréhensible, adapté, d'accord? Donc il faut le message, il faut également le canal. Est-ce que nous avons choisi de le dire par téléphone ou bien comment? Et il faut savoir choisir ça. Il y a aussi un dernier élément qui est assez important, c'est le retour, le feedback. Parce que je parle à mon conjoint, je parle à ma conjointe, je parle à mes enfants, je parle à qui que ce soit, mais la personne ne réagit pas, ne me donne pas le retour qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y a toujours communication? C'est vrai qu'il y a communication, mais ce pan de la communication très important qui est le retour pour que l'on puisse comprendre que le message a été compris, le message a été l'essentiel de... Nous allons revenir un peu en détail parce que il se peut que on vous titille aussi là-dessus. Alors, Madame Asavedo, alors, est-ce que pour que nos spectatrices et spectateurs puissent bien vous comprendre, est-ce qu'on peut parler d'une origine de la communication? Est-ce qu'on peut lui attribuer une origine? Elle vient d'où? Elle est partie de... Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est qui? Est-ce que... Comment? Bon, dites-nous un peu. Bien entendu que on doit d'ailleurs attribuer une origine à la communication. Oui, mais pourquoi, parce que Dieu est communication. Parce que c'est lui qui les a voulus ensemble. Exactement. Bon, est-ce que ça... Dieu lui-même est communication. Dieu lui-même est amour. Parce que quand je donnais la définition de la communication, j'ai évoqué la communion, j'ai évoqué l'amour. Dieu est amour. Dieu lui-même est communication. Dieu nous parle sans cesse et tout le temps. Très bien. Voyez-vous? Donc, du coup, Dieu lui-même est communication. Et Dieu est une communication si plaisante que on a envie, on a besoin, on a de cesse que de vouloir l'entendre à tout bout de champ. Donc, à part ça, je dirais que Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il est clair qu'il nous a transmis cette capacité-là, ce devoir-là même, je vais dire, et ce droit-là de communiquer, de transmettre nos émotions, de pouvoir nous faire comprendre. Et je vais peut-être donner un petit exemple en faisant mention de Adam et Ève, parce que je vais d'abord dire Adam tout simplement parce que quand dans le jardin, tout a été créé et Dieu l'a instruit de nommer toutes choses et il était vraiment heureux, il a tout nommé, voyez-vous, il a tout nommé comme il se devait, mais à la fin, il voit toutes choses marcher deux par paire ou en cohorte, mais lui, il était seul, isolé, donc il était isolé, désolé, il ne pouvait pas, à qui il va parler? Il s'est exprimé. Et voilà, donc du coup, il s'est exprimé et il a voulu que cette expression-là ne soit pas seulement qu'avec Dieu, avec notre Seigneur. Et donc, du coup, le Seigneur ayant compris son besoin, son ressenti, lui a donné sa côte en Ève et puis voilà quoi. Et voilà. C'est peut-être ce que je pourrais dire. La communication, elle est à la fois expression divine et elle est expression humaine. Exactement, exactement. Alors, Madame Asavedo, si on parle de l'importance de la communication dans le couple, cela donne l'idée que la communication, elle a des fonctions. Elle a des fonctions qu'elle assure. Alors, quelles sont les fonctions qu'assure la communauté et la communication dans un couple? Un couple, entre vous et votre époux. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme des fonctions précises qu'elle assure? Alors, on va tout simplement dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices tout simplement de savoir que oui, en effet, elle a
une fonction. Et sa fonction, c'est déjà se transmettre. C'est déjà, je ne sais pas si je puis m'exprimer ainsi, Oui, c'est déjà se continuer à travers son conjoint. C'est-à-dire, je me transmets un peu comme si je passais une partie de moi, hein, de qui je suis, je passe cette partie à mon conjoint, histoire qu'il me comprenne, qu'il appréhende mon état d'âme, mes sentiments, mes ressentis, et comment je suis à un moment M ou à un instant, à un temps T, voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. L'autre fonction de la communication, c'est de pouvoir, comment on appelle ça, organiser. Parce que en réalité, le message que je dois porter, ça doit avoir un sens. Et quand un sens et une signification. Donc du coup, quand nous sommes en couple, nous sommes en famille, forcément, il y a c'est-à-dire, nous voulons arranger les choses, nous voulons dire, faites-moi peut-être, faites telle chose comme il se doit, ou bien les enfants, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. On doit pouvoir communiquer pour arranger, ordonner, pour grandir, pour connaître. C'est-à-dire la communication nous amène même à nous découvrir nous-mêmes personnellement. Très parce bien. que ça se rattache à, comme je le disais au départ, nous transmettre, ça montre, c'est-à-dire l'impact que notre communication a sur l'autre, montre quelle est c'est-à-dire quelle est cette manière que nous avons, le ton que nous avons, la courtoisie que nous mettons dedans, l'empathie, la dose d'empathie, la sensibilité et tout ce qu'il faut pour, c'est-à-dire nous transmettons. Et donc du coup, quand ça a un effet négatif, c'est-à-dire quand l'autre tique, l'autre reçoit mal, ça porte à croire, ça montre que oui, effectivement, mon vis-à-vis, c'est-à-dire moi-même en tant que communicant, je ne respecte pas toujours les principes d'une bonne communication, les qualités que la communication doit pouvoir revertir. Et il faut savoir que pour communiquer, il faut avoir pouvoir développer ce sens de l'empathie que j'ai eu à dire. Il faut avoir le besoin, le désir de vouloir communiquer, parce que comment je vais vous dire ça? Je peux être là et ne pas vouloir communiquer. Je pense que même ça aussi, c'est communiquer. Oui. Si je choisis de garder silence, mon silence parle. Parfois, pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps. Dans le couple, parce non, que pas tout le temps. parfois, ça blesse, ça donne l'impression que bon... on ignore l'autre. Et puis ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Si je vous comprends bien, pour vous ramasser là, la communication, elle est ouverture. Elle est ouverture à l'autre. Et facilite et permet de se comprendre en couple. Exactement. Parce que, comme on le dit, le langage est source de malentendu. Quand vous communiquez, vous êtes là et que l'autre n'arrive pas à entrer en profondeur de la pensée de l'autre ou bien de l'expression de l'autre, bon, ça ne permet pas de se comprendre et ça ne facilite pas la vie commune. Ça ne facilite pas. Puisque là, vous êtes là pour la vie commune. Exactement. Et pour pouvoir bien communiquer, il faut pouvoir bien se comprendre pour pouvoir aller dans la même direction. Exactement. Puisque vous avez des enfants éduqués, vous avez des enfants à former, vous avez des enfants à mettre sur la route, il faut pouvoir communiquer. Et c'est votre façon de vous comprendre, d'être en communion que les enfants imitent. Je crois que c'est ce que je comprends brièvement de votre réponse. Exactement, mon père. Alors Madame Assavedo, il y a, nous disons que la communication permet de comprendre l'autre, elle est ouverture à l'autre, bon, elle est, acceptation de l'autre, tout ça, tout ce que nous venons de dire là. Alors, on remarque que dans le couple, bon, certains conjoints, bon, je ne dis pas que c'est partout, bon, il y en a qui sont braqués, ils ne communiquent pas du tout, ou communiquent peu. Alors, on ne peut pas imaginer un homme et une femme qui se disent s'aimer, et que, bon, peut-être pour un petit rien, ou bien par habitude. Alors, je voudrais même dire, mais si un conjoint qui est, comment dirais-je, il faut passer moi un peu l'expression là, il est timide, voilà.
Ok. Il est un conjoint qui est renfermé, un peu réservé, fermé sur lui-même. Bon, est-ce que ce n'est pas un grand obstacle, par exemple, à la communication? Bien sûr que... Oui. Bien sûr que c'est... Il y a aussi des tempéraments. Il y a, exactement. Dites-nous un peu là. Oui, merci Père Léonard pour cette question. Vous savez, en réalité, le fait de se fermer à la communication, je dirais simplement que cela relève de... C'est-à-dire, cela montre peut-être un malaise. Un malaise en ce sens que dans le couple, si le couple avait l'habitude de communiquer et qu'à un moment, l'un ou l'autre des conjoints décident de se renfermer, de se taire, ça c'est une question de malaise. D'accord? Maintenant, il y a des personnes qui sont de nature, on va dire, timides, comme vous avez eu à le dire, sensibles, ou même voire hypersensibles, qui sont un peu renfermés. Mais ce que vous êtes en train de dire qui est si bien, c'est que quand ils sont comme ça, quand ces personnes sont comme ça, elles sont comme ça, elles ne communiquent pas souvent, elles ont du mal à s'ouvrir, à exprimer leur ressenti, leurs besoins. Et elles ont même peur aussi, en retour, que l'autre en face de lui dise des choses, tienne des langages, des propos qui blessent sa sensibilité. Donc du coup, cela pose cette problématique-là, cette question-là. Maintenant, est-ce qu'à cause de ça, on ne va pas s'ouvrir, on ne va pas communiquer? Non, il faut communiquer, on doit pouvoir communiquer. Même si le silence parfois est communication, il faut communiquer. Il faut retenir aussi que dans la communication, nous avons le langage parlé, la communication verbale et la communication non verbale. Donc, c'est aussi dit selon les scientifiques qui ont étudié la question, c'est aussi dit que la communication verbale à elle seule occupe seulement 7% de la communication de façon générale. Donc, la communication non verbale occupe à elle seule 93, je vais dire. 93%. C'est un pourcentage élevé. Et vraiment élevé. Et vous allez voir que... Mais ça n'en donne pas l'air, puisque chaque fois nous parlons, vous et moi par exemple, nous sommes en train de parler, on ne gesticule pas par exemple. Oui, mais si on est en train... On est un pourcentage très inférieur. On est en train de le faire, très cher Père Léonard, on est en train de le faire. Et on est en train de le faire, les mimiques, nos expressions faciales, comment nous bougeons, les mains, tout ça, et le corps, tout ça, comment nous parlons, c'est-à-dire tout ça. Voilà, tout ça rentre en ligne de communication non verbale. Et je crois que même quand vous bougez les pieds, c'est une communication. Tout ça. Même vos chaussures, quand elles... Tout ça, c'est communication, mon père. Donc, voilà un peu ce qu'on va dire. Maintenant, on peut peut-être dire que un sensible dans le ménage, dans le foyer, un sensible face à un pervers narcissique, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comment arriver à faire parler, faire que en sorte ils puissent s'ouvrir à leur conjoint, parce que c'est difficile pour l'autre conjoint qui trouve son mari ou bien son épouse vraiment fermée, vraiment ça donne l'idée de comment est-ce que l'un ou l'autre doit avoir souffert un peu avant qu'ils ne se rejoignent un peu là. Exactement. Comment arriver, comment vous en tant que spécialiste du couple, comment vous arrivez, vous êtes coordonnatrice de l'école du mariage. Alors, thérapeute conjugale. Très bien, vous êtes thérapeute conjugale. Alors, quand vous êtes devant de tels cas, ou vraiment on vous amène de tels cas, ou bien on vous refait un tel cas, comment est-ce que vous pouvez arriver à instruire ou à faire... À instaurer la communication, le dialogue entre les deux. Oui, merci pour votre question, cher Père. En réalité, il faut essayer d'interroger l'histoire, la vie de la personne, de cette personne-là dans le couple qui est assez renfermé, assez hypersensible et qui n'arrive pas à s'ouvrir. Et interroger son histoire, c'est depuis même le sein maternel,
D'accord? C'est depuis le sein maternel parce que vous savez que la vie, ça commence depuis le ventre de la maman. Donc, du coup, l'enfant étant dans le ventre, déjà va commencer par enregistrer plein de choses. D'accord? Comment peut-être la mère est traitée, comment peut-être... La mère va lui communiquer beaucoup de choses aussi. La mère va lui communiquer beaucoup de choses, ses ressentis par rapport aux réactions, le flux de l'information, ce qu'elle reçoit, tout ça, ça va faire que, et ça va conditionner un peu cette personne-là. Aussi, quand elle vient au monde, comment l'environnement, on le traite, ou bien on la traite, ça dépend qui est touché, concerné dans le foyer. Donc, du coup, comment on la traite, comment les parents, si elle veut s'exprimer ou il veut s'exprimer, on lui dit, ah non, tais-toi. Comment on est un parent gendarme, on est un parent cynique, pervers narcissique ou bien, écoutez, insensible, ça dit, c'est tout ça qu'il faut voir. Oui, donc, il faut valoriser. Parce qu'il y a des parents, bon, vraiment, la violence verbale est telle que, bon, l'enfant, ça renforce sa timidité. On ne valorise pas l'enfant, on empêche l'enfant de s'exprimer. Il grandit dans cet environnement-là. Et puis, bon, et ça l'empêche de pouvoir prendre la parole, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir donner son opinion, c'est-à-dire de pouvoir s'affirmer. Vous voyez? Or, quand nous parlons de, comment on appelle ça, de la personnalité, tout ça va... comment on appelle ça, forger la personnalité du conjoint ou de la conjointe qui vit cette situation-là. Donc, du coup, quand nous parlons de personnalité, nous allons faire référence au tempérament et au caractère. Voyez-vous, le tempérament étant inné, le tempérament, je vous ai dit que la mère peut communiquer beaucoup de choses déjà à l'enfant à cause de tout ce qu'elle reçoit. Vous voyez, et le caractère, lui, sera lié à l'environnement, là où elle a évolué, tout ça. Il faut reconnaître aussi que pour constituer la personnalité, on va ajouter également les blessures. Voilà. Ce qui va faire, vous avez tel type de personnalité, vous avez tel tempérament, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, il y a les blessures que vous vivez. Et en plus de ça, j'aime bien ajouter la spiritualité de la personne. Parce que votre relation, votre intimité, votre communion, oui, c'est ça, votre connexion avec votre Dieu, avec le Saint-Esprit, va déterminer également votre type de tempérament, le caractère que vous aurez et forger votre personnalité. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que ceux qui vivent, les couples qui vivent de pareilles situations, est-ce qu'on peut dire que, bon, c'est une erreur de leur part que de se mettre ensemble? Parce que ça suscite une autre thématique déjà, la connaissance de soi, de celle-là, ou bien de cet homme-là, que l'on aime, pour qui on est tombé amoureux, pour qui on a eu un penchant, et on a voulu entreprendre une relation conjugale sérieuse avec cette personne-là. Hein, vous voyez, est-ce qu'on va dire que bon, ils ont tort de se mettre ensemble? Je ne sais pas, parce que... Dire qu'ils ont tort, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, dire qu'ils ont tort, on ne va pas dire qu'ils ont tort de se mettre ensemble. Mais l'important, l'essentiel, c'est de connaître qui on est. C'est d'aller à la recherche de soi. C'est très important. La connaissance de soi, tel que le développent les psychologues. On va inviter un psychologue très prochainement pour aborder cette thématique. Ce serait très intéressant pour nos parce que vous avez parlé des ressentis, vous avez parlé des blessures de l'enfance, des blessures de l'adolescence et de la jeunesse qui ont eu le temps de formater la personnalité de cet individu-là et qui fait que dans le couple, bon, ça transparaît dans la vie du couple. Exactement. L'autre chose aussi, cher Père, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que au-delà de tout ça, nous devons apprendre les compétences psychosociales, c'est-à-dire le développement de la personnalité. Le développement de la personnalité, ça passe par la conscience de soi, la présence la conscience de la présence de soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Ça passe par la confiance en soi également, ça passe par toutes ces choses-là parce que quand on a une mauvaise estime de soi, on va permettre à l'autre, sinon laisser l'autre vous parler grossièrement,
vous allez vivre sous sa dépendance, c'est-à-dire vous développez une sorte d'attachement qui ne dit pas son nom, qui vire, hein, ou bien qui verse dans la dépendance, et là ce n'est pas bien. Vous êtes incapable de vous exprimer, de pouvoir dire non, écoute, telle chose chérie, ça ne me plaît pas, écoute, et l'autre aussi ne veut pas pouvoir dire, ma chérie, ça ce n'est pas bien pour moi, je voudrais que peut-être prochainement, que tu saches comment aborder les sujets, les questions avec moi, vous voyez un peu. Donc c'est un peu, il faut attirer l'attention des uns et des autres sur la question. Alors Madame Acevedo, merci. Et alors, l'idée qui me vient tout de suite en tête, vous voyez, il y a dans un couple, quand nous sommes déjà en plein dans le sujet de qui fait notre raison d'être ici ce soir, la communication en couple et en famille. Alors, il arrive des moments où nous disons que la communication, elle est ouverture. Elle est ouverture. Elle permet de se comprendre, de vivre une certaine communion. Alors, quand il arrive il arrive des moments où on voit des couples qui n'arrivent pas à s'entendre. Tout le temps, c'est des mésententes, tout le temps, c'est des coups de gueule, tout le temps, bon, où l'autre ne veut pas écouter l'autre, ou bien parfois, quand l'autre parle, bon, on lui arrache la parole, et finalement, on finit en queue de poisson. Où, bon, il y a des frustrations ici et là. Est-ce que, bon, la communication ne part pas, il n'y a pas de règles pour bien communiquer? Vous êtes spécialiste de la question, de la vie en couple. Oui. Alors, pour bien communiquer, est-ce qu'il n'y a pas de règles de base? Alors, s'il y a donc des règles de base, quelles sont ces règles-là facilitatrices de la communication? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs? Merci, cher Père. Alors, vous savez, savoir communiquer, c'est tout un art. Et j'ai commencé par parler du message, d'accord, du message qu'on transmet, et de la clarté, de la précision, de la concision, tout ça, que le message soit adapté et tout ça. Mais il faut également que le vis-à-vis, le récepteur, puisse développer l'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Oui. Il faut que les couples apprennent à s'écouter. Mais je voudrais même dire en amont. Est-ce que on ne peut pas parler de patience d'abord? Oui, il y a la patience. Il faut développer la vertu de la patience pour pouvoir prendre le temps d'écouter son conjoint, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et il faut aussi savoir qu'il y a le désir de communiquer. Il faut avoir le désir de communiquer. Si je ne veux pas communiquer, je vais rester là et je ne vais pas faire l'effort, le petit effort pour dire je vais rendre, c'est-à-dire nous allons dérouler la communication, le sujet en question, nous allons débattre de ça pour pouvoir trouver une voie, une issue favorable au problème, peut-être ou bien la question qui est posée. Vous voyez? Donc, du coup, il faut avoir aussi ce désir de communiquer. Alors, dans l'art d'écouter, oui, et avoir le désir de communiquer, de passer un message. De passer le message. Et je vais aller un peu plus sur ce principe-là, ce point-là de l'art d'écouter. On écoute avec les yeux. On écoute avec les oreilles, on écoute avec tout son corps, tout son être. On écoute, on prête attention, même la posture montre qu'on est en train d'écouter. Parce que, voilà, l'autre est en train de parler, mais c'est vous qui êtes peut-être en train, sur votre téléphone, en train de pianoter. C'est vous qui êtes en train de manifester des signes d'impatience. Ça ne respecte même pas l'autre. Exactement. Ça ne respecte pas. Pendant que vous êtes assis, en train d'échanger sur un sujet donné ou un problème de famille ou un problème de vos enfants, mais il ne faudrait pas qu'une partie soit attachée à son téléphone. Et bon, parle-moi, non, c'est toi qui veux me parler. Non, mais quand exactement, c'est ça ce que ça traduit. C'est ce que ça traduit, c'est de l'irrespect. Bon, je m'excuse. Non, mais on ne respecte pas la personne de n'ayons pas peur. Moi, je pense que mon père, vous n'avez pas à vous excuser parce que c'est ce que ça, c'est
c'est ce que ça dit. Il n'y a pas autre mot pour traduire la réalité de la chose. On va appeler chien chien et chat chat. C'est un manque de respect. Oui, à par rapport à, voilà, de l'autre. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc, entre autres, c'est ça. Il y a la patience, le désir de communiquer, et savoir écouter, d'accord. Le désir de vouloir communiquer, voilà. de se faire comprendre. De se faire comprendre, voilà. Le désir de maintenir l'harmonie, de créer la cohésion dans le couple, voilà, de transmettre les informations afin qu'on puisse quitter un point A pour un point B meilleur. C'est en réalité ce qu'il faut savoir. Et donc, tout ceci va dépendre des tempéraments. Le tempérament que nous avons, ça, si moi je suis un peu trop, je dis versatile c'est la personne qui est un peu changeante, qui dit un et après revient sur là-dessus. Si je suis un peu, je vais dire, extraverti, parlons de l'extraversion, et l'autre est un peu renfermé, introverti, vous voyez que il va y avoir de la difficulté à pouvoir parler. Donc, en termes de tempérament, nous avons 4 types de tempéraments, d'accord. On découvre 4 types de tempéraments. Il y a d'autres qui sont développés après, mais moi, je vais rester sur les 4 développés par Hippocrate, d'accord. Et donc, du coup, il y a le sanguin, il y a le colérique, il y a le mélancolique ou le soucieux, et il y a le phlegmatique. Voyez-vous. Alors, il faut savoir l'art d'aborder ces gens de personnes-là. Exactement. Il y a l'art de pouvoir communiquer avec eux. Dites-nous à nos téléspectateurs. Exactement. Alors, par rapport le sanguin, il aime beaucoup parler, il aime se mettre en avant. Il n'est pas patient pour écouter l'autre. Il veut toujours arracher la parole. C'est ça. C'est exactement ça. Il est un peu... Il veut arracher la parole à l'autre. Dès que l'autre dit, il aborde bon. Il lui arrache la parole. Voilà, je vais, pour ne pas trop m'écarter de la réalité, je vais m'appesantir un peu sur, et je vais m'appuyer un peu sur mes notes ici et dire exactement ce que le sanguin, il est extraverti, comme je le disais, et exubérant dans la conversation. Il parle fort, c'est lui qui va, quand il est quelque part ici, c'est lui qui va crier, il va parler fort, il veut être le centre de l'attention. Il veut être le centre de l'attention. Ce n'est pas bon pour la communication. Ce n'est pas toujours bon. Ce n'est pas toujours bon. Allez-y. Et il veut être ça dit, il veut captiver tout le monde. Et à vouloir trop en faire. Ça, c'est le m'as-tu vu. Exactement. Allez-y, mais c'est ça. Un autre point. Il est un mauvais auditeur. Hein. Quand on est comme ça, on n'est pas chose là. Et le colérique, je vais prendre le colérique. Lui aussi, il est extraverti. Et il parle aussi beaucoup. Mais de façon plus réfléchie que le sanguin. Le sanguin, lui, parle sans réfléchir, sans retenue. Voyez-vous, donc lui, il est têtu et il aime dominer et commander. Alors, vous voyez que quand nous sommes dans le contexte de la famille, le conjoint, si vous avez quelqu'un, l'un des conjoints qui est colérique, il va vouloir dominer l'autre. Vous voyez? Et si les deux sont dominateurs, alors là, en fait, je ne donne pas trop cher de cette relation-là parce que... C'est toujours de la bagarre qu'il y aura dans la famille. Exactement, vous voyez. Donc, il va manifester, celui-ci va manifester un peu plus d'empathie que le sanguin. Le sanguin, non, il ne manifeste rien de tout ça. On ne se marie pas pour ne pas s'entendre. On ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour vivre en chien de faïence dans une même maison. Non. Mais malheureusement, dans nos foyers aujourd'hui, l'art de communiquer, savoir communiquer, la communication, c'est un pôle très important je vais dire, de l'être humain. Parce que vous savez, l'être humain, quand on le prend, il a le pôle affectif, il a le pôle professionnel, il a le pôle, comment je vais dire, communicationnel, et puis il a le pôle spirituel. Vous voyez, donc ces 4 pôles-là marquent la présence d'un être humain et complet, de façon complète. Voyez-vous. Maintenant, si tout ça n'est pas en harmonie, il y a des équilibres et puis voilà. Donc je vais ajouter aller à un autre point. Le troisième, c'est le mélancolique soucieux. Lui, il est très sensible.
Hein, c'est un rêveur, il passe son temps à s'inquiéter pour tout de l'avenir, même du présent. Il est là, mais il est toujours inquiet, vous voyez, il est un peu comme pessimiste, quoi. Il n'est jamais content de... Hein, mais il a du mal à exprimer ses difficultés. C'est un peu comment il est. Alors, nous allons parler enfin du phlegmatique, le flemmard. Lui, il parle avec mesure. C'est quelqu'un qui est véritablement pondéré. Il va parler avec mesure. Il est tranchant dans ses affirmations, d'accord? Et même dans ses plaisanteries. Et il aime la paix. Il aime la paix. Mais la paix à tout prix, il faut savoir faire la part des choses. Je ne vais pas vouloir la paix à tout prix et puis faire des compromissions qui vont porter atteinte à mon être, profond. Il y a par exemple dans des couples où, bon, la femme, elle met un peu de la rigueur et veut que les enfants puissent prendre les choses à la normale. Mais le mari, il est là, lui, bon, c'est le timide. Dès qu'elle va le voir pour lui reporter un peu l'attitude d'un enfant, il ne réagit pas. Et l'enfant a l'impression que, bon, c'est maman qui en fait trop, que papa, bon, on veut faire l'ami de papa, tu vois, en voulant aller contre les idées de la maman, alors que c'est maman qui est dans le vrai. Oui. Parce que papa a pris l'habitude, bon, de se taire, il ne parle pas beaucoup. Or, en ces moments-là, pour la bonne éducation des enfants, il doit pouvoir dire, ah non, écoute ce que maman dit. Écoute ce que maman dit, sinon ne viens pas me voir. Bon, c'est juste pour donner de la discipline à l'enfant, pour que l'enfant reconnaisse que, ah non, ce que maman dit là, ah non, c'est parce que c'est vrai, c'est justifié que papa me dit, ah non, il faut suivre ce que... Bon, il y a les couples qui n'ont pas ce réflexe-là. Ils sont timides, mais ça ne me permet pas... Hein. Ça donne l'impression que c'est l'autre qui en fait trop. Exactement. Et ce n'est pas bien. Parfois, la femme ou bien l'homme là peut être frustré et désormais va commencer à relâcher. Or, ce n'est pas beau pour la vie du couple, ce n'est pas bon pour l'éducation, l'équilibre éducatif des enfants. Exactement. Vous le dites si bien, cher père. Parfois, on a des parents qui sont présents, mais qui sont véritablement absents. Ils sont présents de corps, ils sont là, ils vont faire peut-être, des fois ils font, des fois ils ne le font pas. Ils vont peut-être apporter parfois en fait, par exemple, quand nous parlons du papa, il va être le pourvoyeur, d'accord? Il va pouvoir, mais sa présence physique, affective, tout ce qu'il faut, il n'est pas là. Donc, et même pour l'éducation des enfants, il n'est pas souvent là. Et cela traduit un peu ce que vous avez, l'exemple que vous avez donné. Et la maman a besoin de la présence, de cette présence paternelle, de l'autorité en fait du père pour pouvoir encadrer. Pour pouvoir encadrer, mieux organiser la vie des enfants. Exactement. Alors, dans ce sens-là, bon, j'ai eu un cas qui m'est tombé à la main comme ça une fois, où une dame m'abordait et me disait, mais mon père, moi j'ai une difficulté avec mon époux en famille, en couple. Mais les enfants, le problème des enfants, mais il ne veut jamais entendre parler. Nous avons fait les enfants à deux, la scolarité de l'enfant, le comportement de l'enfant, mais dès que tu lui en parles, bon, je te donne au plus 1 minute, je te donne au plus 2 minutes, mais il est toujours parti. Ou bien quand il est à la maison, il vient, il mange, allez, il est au lit, il se couche, tu vas l'aborder, il dit, bon, ça aussi, ce sont des obstacles à la communication. Exactement, c'est une fuite, c'est une fuite de responsabilité. C'est une immaturité. Même dans la communication, il y a la fuite de responsabilité. Voilà. Du moment que tu refuses de s'asseoir. Parce qu'en famille, il y a ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Et c'est dans le sens de la communication. Exactement. Pour le bien du couple, pour le bien des enfants. Exactement. Et quand vous parlez du devoir de s'asseoir, il faut reconnaître que le devoir de s'asseoir, ce n'est pas forcément quand il y a problème. Même alors que quand tout va bien, on doit pouvoir s'asseoir pour faire le point de tout ce qui va aussi. Ce n'est pas que quand tout va mal qu'on va dire, ah, il faut qu'on... Non, on peut
initier le devoir de s'asseoir pour parler de tout ce que nous avons eu à faire de bien et se féliciter, être content, c'est-à-dire se regarder en tant qu'époux, épouse et se féliciter pour dire ah bravo, tu sais vraiment, tu as fait ci, tu as fait ça, franchement bravo. Et puis je te vois, hein, toi aussi, vraiment les efforts que tu fais. En fait, féliciter le leadership de chacun. Ça fait partie Ça aussi valorise des règles de la communication. Hein. Exactement, exactement, Hein. exactement. Il faut valoriser, savoir valoriser l'un et l'autre et aussi savoir valoriser les enfants. Il ne faut jamais annihiler le potentiel des enfants. La culture, notre culture nous apprend qu'on ne pose pas de questions, on ne doit pas trop poser de questions. Ou quand on vous parle, les parents vous parlent, ou une grande personne vous parle, il faut prendre ça seulement et dire « Ok, merci, bien ». Il ne faut pas être trop curieux. La curiosité, on a l'habitude de dire que c'est un vilain défaut, d'accord. Mais la curiosité permet l'éveil. Ça permet à l'enfant de s'ouvrir. C'est-à-dire d'aller à la conquête, à la recherche de nouveautés. Maintenant, il nous revient aux parents de savoir trouver les mots qu'il faut pour dire « Ah non, écoute mon chéri, écoute ma chérie, là, quand tu auras peut-être tel âge, nous allons aborder cette question-là. » Ou bien « Non, et tu sais, ce n'est pas trop, je ne souhaiterais pas trop aborder avec toi. » Ou bien ne même pas avoir la peur, d'accord, de montrer aux enfants que telle question que tu m'as posée, franchement, je n'ai pas les réponses pour le moment. Ça fortifie l'être de l'enfant. Et l'enfant voit que, ah, mais mon super papa, il n'est pas si tant que ça, super papa. Lui aussi, il est fragile. Ah, donc lui aussi, il peut faire des erreurs. C'est-à-dire montrer à l'enfant que tu peux faire des erreurs, tu peux ne pas tout connaître, mais tu as le devoir de te relever quand tu fais une erreur, de te corriger. Tu as le devoir d'aller à la quête de l'information pour renflouer, c'est-à-dire remplir ton réservoir de connaissances et te remettre à niveau. Est-ce que, madame, est-ce que c'est parce que les parents n'observent pas cela qu'on constate que parfois dans les familles, les adolescents et les jeunes, ils sont souvent aux prises avec leurs parents. C'est-à-dire que, bon, ça discute, le courant ne passe pas entre les parents et les enfants. Alors, quel conseil donnez-vous à ces derniers, à ces couples-là, pour une bonne communication avec les enfants en foyer? Alors déjà, je vais dire courage aux parents parce que c'est pas facile avec les enfants et surtout quand ils deviennent adolescents, à l'âge pubère, c'est encore compliqué. Donc du coup, alors il faut qu'ils sachent tout simplement que eux-mêmes ils doivent déjà d'abord être un modèle pour les enfants. Très bien. Ils doivent être un modèle de vie, de vertu et tout ce qu'il faut. Alors il faut qu'ils sachent se rabaisser parfois. Au niveau des enfants. Savoir qu'ils sont des adultes, d'accord, mais il y a un enfant qui est en eux et ils n'ont qu'à essayer de se mettre au niveau des enfants et utiliser le ton qu'il faut, c'est-à-dire les mots qu'il faut et savoir se mettre à la place de l'enfant et se dire que oui, l'enfant a droit à des erreurs, l'enfant peut dire des choses qu'il ou qu'elle n'a pas le droit de dire, mais à nous de savoir comment recadrer cela. Il ne faudrait pas aussi demander que les parents apprennent à demander quand même pardon aux enfants quand ils trouvent qu'ils ont blessé l'enfant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est primordial. Voilà. C'est primordial. Les parents doivent savoir demander pardon, présenter des excuses, d'accord, et présenter des excuses en bonne et due forme. Non pas c'est-à-dire de façon furtive, non. Non, non. En bonne et due forme, tu sais mon chéri, franchement, je te présente mes excuses après maintes explications, après que tu aies parlé, tu as développé ton point de vue. Ah, je comprends, j'ai compris maintenant la dynamique dans laquelle tu as eu à poser tel acte ou tu as eu à dire telle chose. Ok, je te présente mes excuses. Et si éventuellement, il y a toujours quelque chose à corriger, dire que bon, maintenant, en fait, il faut qu'on trouve la bonne manière pour pouvoir transmettre le message. Il faut aussi que les parents sachent que ils ne doivent pas être trop moralisateurs. Très bien. Non, ils ne doivent pas être trop moralisateurs. On va dire les choses. Il faut laisser les enfants faire des erreurs aussi. Oui. Okay. C'est bon pour l'enfant. Ça l'amène à intégrer les règles de jeu de la vie.
L'enfant sait que, ah, ok, donc je peux faire des erreurs. Il peut faire des erreurs. Je peux faire des erreurs. Il fait confiance davantage aux parents quand il est écouté. Il est écouté. Quand il est valorisé. Quand papa et maman reconnaissent que ils l'ont offensé. Exactement. Voilà, et ça facilite encore la relation entre exactement. parents. Et je le disais tantôt, un peu plus en amont, je disais que quand, en tant que parent, on faute, on a tort, il faut savoir présenter des excuses aux enfants. Quand on dit ça, d'aucuns disent que ah non, ça c'est les choses de blanc que vous nous envoyez, des choses comme ça. Mais non, ce n'est pas ça. C'est ce qui est bien. Quand ça ne va pas, il faut reconnaître que ça ne va pas. Si vous avez fait mal, il faut dire, franchement, je reconnais que ça là, je ne devais pas faire comme ça, je l'ai fait. Là, ça donne à l'enfant de pouvoir intégrer ça et dans ses relations avec les autres, même avec ses frères, ses propres frères et sœurs, et même plus tard en société ou bien à l'école, l'enfant sait que si je commets quelque erreur, je dois pouvoir, c'est-à-dire je dois être responsable, je dois pouvoir assumer. Vous voyez? Donc c'est un peu ce que alors je madame, dire. le temps qui nous a imparti est en train de venir à bout. Alors il y a une dernière question là qui est préoccupante. Alors, la communication, comme je l'avais dit au début, c'est la clé de voûte dans une relation. Et cela est particulièrement vrai dans la relation entre parents et enfants. Dites-nous, quand nous abordons la communication, elle a certainement des avantages. Oui. Voilà pourquoi elle est nécessaire et même recommandée. Dites-nous quelques avantages ou bienfaits de la communication entre parents et enfants, par exemple. Oui, et vous savez... Dites aux téléspectatrices, aux couples et même aux enfants qui nous suivent en ce moment. Alors, chers parents, chers enfants, je m'en vais tout simplement vous dire que savoir communiquer, c'est important, c'est idéal. Déjà, il faut apprendre que on n'a pas à crier quand on veut parler. Ce n'est pas en criant qu'on transmet un message. Donc, si vous criez quand vous êtes en train de vouloir faire passer un message, comme s'il y avait une fossé entre vous deux, non, dont vous n'avez pas besoin de crier. Alors, pour parler aussi aux enfants, il faut essayer de toucher leur cœur. Il faut parler au cœur de l'enfant. Quand on ne parle pas au cœur de l'enfant, l'enfant peut c'est-à-dire, vous pouvez avoir une mine d'or comme information, mais l'enfant va faire semblant de ne pas vous écouter. Il peut vous écouter, hein, mais il va refuser de s'exécuter. Et c'est comme si, quand il s'exécute, c'est comme s'il vous faisait plaisir. Et il va dire, non, je ne vais pas lui faire plaisir. Oh, ce n'est pas une question de faire plaisir aux parents, mais c'est une question de bienséance, c'est une question morale, c'est une question de choses. Alors, l'autre chose aussi... L'autre avantage aussi. Oui, l'autre avantage aussi, c'est qu'il faut savoir prendre en compte l'opinion de l'enfant. C'est important. L'enfant peut mal appréhender les choses. Il faut valoriser l'enfant et lui dire, ah oui, tu as raison, oui, exactement, c'est comme ça. Et après, on peut d'une manière détournée lui faire monter, enfin, ne pas lui dire que tu as tort. Montrer les insuffisances quand même. Exactement, les insuffisances de la chose. Il faut montrer à l'enfant que l'enfant peut prendre des responsabilités. Des initiatives. L'enfant peut décider, ah ok d'accord, je fais ci, je fais ça. Donc ce sont toutes ces choses-là qui mettent l'enfant à l'aise et qui créent une famille harmonieuse en termes de communication, parce que la communication, l'autre, que ce soit le tout petit, il a besoin ou elle a besoin d'exprimer ses états d'âme, son sentiment, ce que il ou elle veut. Hein, si nous parlons d'une petite fille ou d'un garçon, elle a besoin, ou ils ont besoin de s'exprimer. Et quand on les empêche de faire choses là, c'est comme si on les réduisait. On les réduit dans leur développement personnel. Et puis bon, on a des enfants handicapés. Voilà, quand les parents ne veulent pas écouter les enfants à la maison, ils vont développer, ils cherchent des repères au dehors. Exactement. Ils vont chercher des repères, ils ont des inquiétudes qu'ils veulent exprimer, mais ils se rendent compte que les parents font écran
Hein? Ils font écran à leur désir de communiquer, de leur poser des questions pour savoir, pour comprendre. Mais quand les parents se refusent à cela, bon, ils se réfèrent au dehors et c'est tout autre chose. Et ces repères-là, merci cher Père, oui. Ces repères qu'ils vont trouver au dehors, ce n'est pas toujours évident que cela soit des repères de qualité. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais inviter nos enfants à plus se référer aux parents, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, parce que ils doivent comprendre que les parents n'ont pas toujours reçu, c'est-à-dire les temps ne sont pas les mêmes. Les temps ne sont pas les mêmes. Les parents sont d'une époque et eux, ils sont d'une autre époque. Les parents n'ont toujours pas, c'est-à-dire reçu cette éducation-là où leurs propres parents, c'est-à-dire les grands-parents, ont parlé, c'est-à-dire ont abordé tous ces sujets, toutes ces questions dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Mais toujours est-il que les parents ont toujours quelque chose de plus que les enfants. Toujours. Mais s'ils n'ont pas reçu cette éducation, vous savez, par exemple, quand nous prenons l'Afrique centrale, les parents de l'Afrique centrale, ils ont cette facilité-là. Encore 2 ou 3 minutes. Ils ont cette facilité-là à discuter de tout, d'un peu de tout. Ils sont très amis, très libres, très fair play avec les enfants. Mais en Afrique de l'Ouest, on est un peu coincé, un peu guindé. Et bon, c'est vrai que de nos jours, les parents tendent à se moderniser un peu et on arrive quand même à faire de ses enfants des amis, vous voyez. Donc, les enfants doivent comprendre donc, que les parents n'ont pas reçu cette éducation et n'ont pas... C'est-à-dire, leurs propres parents à eux, les grands-parents, n'ont pas laissé cette latitude-là à leurs parents de leur poser ces questions-là. Donc, du coup, les enfants doivent comprendre que les parents vont ressentir cette difficulté-là à répondre à certaines autres questions, particulièrement les questions qui ont trait à la sexualité, à leur sexualité. Donc, c'est compliqué. Mais il faut les écouter quand même. Il faut les écouter. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je vais remercier déjà l'Église catholique qui a initié les cours de l'éducation à l'affectivité dans certains collèges et qui prennent... Nous allons revenir sur ça, hein, l'éducation affective. C'est au programme. D'accord. Alors, Madame Haïté, et le temps est parti. Et votre dernier mot, votre mot de fin. Alors, je vais dire courage. D'abord, je vais vous remercier pour la thématique et l'opportunité. Et je vais inviter les parents à plus de douceur, hein, à plus de développement spirituel. Quand je dis développement spirituel, je parle de la connexion avec le Saint-Esprit. Et demander l'assistance de la Vierge Marie, qu'elle les aide beaucoup. Et puis aux enfants, beaucoup de sagesse et écouter à tout bout de champ les parents. Parce que aucune autre personne, sinon aucun autre adulte ne peut les aimer mieux que leurs propres géniteurs, parents. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Voilà ce que je pourrais dire. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Madame Haïté, j'espère que les téléspectatrices et téléspectateurs ont apprécié ce que vous nous avez donné ce soir comme enseignement. Alors que le Seigneur vous bénisse, merci, que le Seigneur bénisse notre télévision Lumen Christi, notre espace famille. Merci bientôt et à bientôt. Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles, éduquons nos enfants dans sa loi.